Face à l'augmentation des troubles neurocognitifs au Canada, avec Bernard Babin, nous explorons dans cette entrevue l'impact de ces troubles sur diverses communautés. Quelles sont les différences clés et comment peut-on développer des solutions inclusives ? Un enjeu crucial de santé publique à dévoiler. Activités stimulantes pour le cerveau et prévention de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif ? Un trouble neurocognitif désigne un ensemble de manifestations provoquées par une maladie du cerveau généralement irréversible. Un trouble neurocognitif peut entraîner des changements de comportement, de personnalité ou encore d'humeur, ainsi qu'une diminution des capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines, par exemple la mémoire, l'attention ou le langage. En outre, la maladie d'Alzheimer est le trouble neurocognitif le plus courant. Le fait de continuer à apprendre et à effectuer des activités qui offrent un défi au cerveau peut réduire le risque d'apparition d'un trouble neurocognitif. Les habitudes de vie peuvent favoriser une bonne santé cognitive et contribuer à prévenir les troubles neurocognitifs puisqu'elles offrent une multitude d'occasions de mettre le cerveau au défi. Parlons-en. Exemple d'activités stimulantes pour le cerveau. Saisissez les occasions d'apprendre de nouvelles choses pour construire une meilleure réserve cognitive. Par la pratique d'un nouveau sport, l'apprentissage d'un nouvel instrument de musique, de la danse, d'une nouvelle langue, d'une nouvelle recette de cuisine, de la mémorisation des dates de naissance ou des numéros de téléphone, de la réalisation de bricolage ou en réparant des appareils. Brisez votre routine pour faire travailler vos capacités de planification et d'adaptation. En prenant un trajet inhabituel en marchant ou en utilisant un nouveau mode de transport comme l'autobus pour aller faire l'épicerie ou en changeant l'ordre de ses activités. Adonnez-vous à des activités culturelles qui apaisent les symptômes de dépression, facilitent la communication et les interactions sociales, comme assister à un concert, aller au cinéma, fréquenter régulièrement une bibliothèque ou visiter une exposition. Intégrez à votre routine des jeux qui stimulent de nouvelles connexions dans votre cerveau, comme les échecs, le sudoku, les jeux de table, les jeux vidéo, les jeux croisés, les jeux de mots ou encore les casse-têtes. Les jeux numériques favorisent la santé cognitive lorsque pratiqués sur une durée d'environ 45 minutes par jour. Les jeux qui demandent de la concentration et exigent de faire preuve de jugement ou qui requièrent de prendre des décisions entraînent des changements bénéfiques dans le cerveau. Ils facilitent l'apprentissage en offrant des défis progressivement plus difficiles en fonction de vos succès gradués. Alors, on met notre cerveau au défi pour une meilleure santé cognitive ? Ma première question est vraiment sur l'impact global. Je sais que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est suite à cette étude qui se nomme les multiples facettes des troubles neurocognitifs au Canada, mais on va essayer de focuser quand même un peu plus au niveau régional, si on le peut, le plus possible, pour les gens qui nous écoutent, même si on a écouté un peu partout sur la péninsule. Quelle est l'ampleur en fait des troubles neurocognitifs ? Je sais que l'étude est faite au Canada, mais si on parlait peut-être déjà au niveau régional, local, selon le rapport, et comment est-ce que ça nous affecte, nous, quotidien? C'est que ça va nous affecter de plus en plus. C'est ça qui est malheureux de voir avec le vieillissement de la population. Tu sais, dans un premier temps, le vieillissement de la population, il est mondial. Puis, au Québec, déjà, la région de la Gaspésie, les îles, par taux d'habitation, est la plus âgée au Québec. Donc, on s'aperçoit qu'au cours des prochaines années, avec le vieillissement de la population, les gens vont vivre de plus en plus vieux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation significative de gens qui vont développer la maladie d'Alzheimer d'ici 2050. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que est-ce que la région ou les institutions sont capables de supporter ces chiffres à venir? Ça, c'est une très bonne question. Puis, c'est sûr que au niveau du rôle de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, on va faire des représentations politiques auprès des élus. On va rencontrer, puis ça c'est déjà commencé depuis à peu près 1 an avec les dirigeants du CIS de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, pour voir les budgets qui vont être disponibles, les programmes qui vont être disponibles au cours des prochaines années,
pour qu'on puisse là, répondre aux besoins justement de la population de gens qui en ont besoin. Actuellement, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du territoire de la Gaspésie-des-Îles, 2400 personnes vivraient actuellement avec des pertes cognitives et qu'on s'attend d'ici 25 ans qu'il va y avoir une augmentation de 145 au niveau des cas de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça veut dire qu'on passerait de 2400 à plus de 5800 personnes qui vivraient avec des pertes cognitives dans la région. Donc, c'est sûr que ça veut dire que ça va prendre davantage de services, davantage de soutien pour les proches aidants et les gens qui vivent avec des pertes cognitives. Je voyais aussi que dans ce rapport, il y a aussi une emphase qui était mise sur bon, la diversité, l'inclusion, mais aussi les communautés autochtones. Est-ce que les communautés autochtones au Canada ou dans notre région, ils ont des défis spécifiques? Ben, en tout cas, ça, c'est une autre de mes grandes surprises, là. Puis on sait que dans notre région, on a 3 communautés autochtones. C'est encore plus, les taux de gens qui vont développer la maladie d'Alzheimer ça sera encore plus élevé que la population en général de la Gaspésie-des-Îles. Comme je le disais tout à l'heure, on parle que 145 d'augmentation au niveau de la Gaspésie-des-Îles, mais de plus de 271 dans les communautés autochtones qui vont développer la maladie d'Alzheimer d'ici 25 ans. Donc, encore là, c'est très préoccupant. Et on sait qu'il y a des enjeux spécifiques pour les communautés autochtones que des fois, et pour diverses raisons, les services, hein, c'est pas la même fréquence. Les communautés autochtones ont peut-être d'autres services, mais il va y avoir des enjeux très importants avec les communautés autochtones. Et d'ailleurs, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, on a été très contents dans les dernières semaines. On a eu à faire une représentation pour expliquer nos services avec la communauté autochtone à Listigwitch pour justement parler de la maladie d'Alzheimer, des symptômes. Et on est très content qu'ils nous ouvrent la porte pour qu'on offre éventuellement des services auprès de la communauté autochtone. Donc, on va regarder les possibilités de développer des services avec la communauté. Ah, donc c'est intéressant parce qu'il y avait aussi ce côté-là de la différence. Là, tu parlais que dans les communautés, c'était un chiffre surprenant. On pouvait voir plus de troubles de neurocognitifs à ce niveau-là, mais que chez les femmes, en général aussi, ce chiffre était disproportionnellement touché par les troubles neurocognitifs. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que tu peux élaborer sur ces différences et sur l'importance de la prise en compte du genre aussi, même dans les soins? Ouais. Il y a quelques années, on parlait que 75% des gens qui vivaient avec la maladie d'Alzheimer étaient des femmes. Maintenant, on parle du 2 tiers. Donc, ça a diminué un peu là, par rapport au pourcentage. Par contre, on voit là, que c'est très grande majorité des gens sont encore des femmes. C'est sûr, dans un premier temps, les femmes vivent encore vivent plus longtemps que les hommes. Là. Ça, c'est un premier facteur, mais c'est encore malheureusement inexpliqué avec la recherche pourquoi qu'il y a autant de femmes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer comparé aux hommes. Là. Donc, je pense que ça fait encore partie de la recherche d'en arriver à le pourquoi, là, mais on le sait que les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes. Il y avait un terme justement que je lisais dans le rapport qui est début précoce des troubles neurocognitifs. C'est quoi les défis uniques des troubles neurocognitifs à début précoce et comment est-ce qu'on peut les identifier? Ben, chaque fois qu'il y a une personne qui a un diagnostic ou même qui n'a pas encore le diagnostic, qui se pose des questions sur sa mémoire, le plus tôt possible qu'elle va aller voir des professionnels, le plus tôt possible que la personne va être prise en charge dans une société Alzheimer, on peut aider plus rapidement cette personne-là à recevoir des services. Ça peut être des activités de stimulation. On peut être aussi dans les facteurs de prévention. Donc, une personne qui va faire plus de sport, qui va faire plus de social, même si elle aurait un diagnostic, cette personne-là pourrait vivre plus longtemps, donc avoir une meilleure condition de vie. Donc, c'est tout le défi qu'on a au cours des prochaines années
de voir les gens qui sont au début de maladie d'Alzheimer pour les amener dans nos services. Il y avait le terme aussi de la démence, parce que justement, quand je disais sur la stratégie nationale sur la démence, euh, est-ce qu'on fait la part entre les troubles neurocognitifs et la démence et comment est-ce que la stratégie justement nationale sur la démence, ça s'enligne avec votre travail à vous? Ça, il y a déjà des enjeux très particuliers. Au niveau des anglophones, le mot démence est encore associé à un terme médical et beaucoup plus associé. On parle de démence, mais on parle de perte cognitive. Au Québec, le mot démence n'est pas, est de moins en moins utilisé. Nous, les sociétés Alzheimer au Québec, on ne fait pas la promotion de ce mot-là parce que c'est plus associé à la folie. Donc, au Québec, on est plus porté sur le mot perte cognitive, la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, on parle de la même chose. On parle des gens qui ont des pertes de mémoire, mais le mot démence est beaucoup moins important au Québec. Alors, si on allait dans les actions futures et les recommandations, parce que ce que j'ai compris en t'entendant, c'est qu'on peut minimiser, on peut, si on s'y prend d'avance, on peut minimiser, puis peut même prolonger le temps où on n'est pas dans ce mode, peut-être dans des troubles neurocognitifs trop importants. Ça serait quoi les recommandations, justement, dans le rapport qui ressortent de ça pour améliorer, qui serait pour la prise en charge en général et le soutien des personnes atteintes de troubles neurocognitifs? Moi, je pense que le défi numéro un, là, au Québec, parce qu'on sait au Québec, on est fort en prévention, puis moi, je pense que ça peut faire une différence. Lorsqu'on parle de facteurs de protection ou de diminuer les chances ou de retarder une apparition de perte cognitive, c'est les facteurs de prévention. Donc, c'est d'informer nos gens d'avoir une santé active le plus équilibrée possible, de faire du sport, de faire du social, de ne pas abuser de l'alcool. Tout ça, ces facteurs-là peuvent diminuer de 40% les risques de développer la maladie d'Alzheimer. C'est très important. Donc, moi, je pense là qu'au Québec, là, il doit y avoir une prise de conscience qu'on doit développer plus, que ce soit avec la santé publique, que ce soit avec des organismes comme justement la Société Alzheimer. Nous, on aimerait même avoir une personne qui serait embauchée pour faire la promotion de la santé cognitive sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Ça, je pense que c'est primordial là, qu'on développe ça au cours, je vous dirais pas au cours des prochaines années, je vais plus vous dire au cours des prochains mois. Ça veut dire que si, parce que ça me fait revenir à ton chiffre du début où tu disais comment en 2050 ce chiffre allait augmenter. Est-ce que on pourrait vraiment le minimiser en étant dans ce type d'action-là? Ben absolument. Moi, j'y crois beaucoup, là, à titre de directeur à la Société Alzheimer à Gaspésie-les-Îles, que plus qu'on va parler d'une bonne, une saine alimentation, que les gens trouvent des moyens pour diminuer le stress, l'anxiété, que les gens, lorsqu'ils prennent la retraite, continuent à faire du social. Tous ces facteurs-là peuvent retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, très important d'en parler, d'en faire la promotion. Et moi, j'y crois qu'on peut retarder les apparitions de la maladie d'Alzheimer. Puis je terminerai avec cette question sur justement, est-ce que vous vous sentez soutenu, vous, en tant qu'organisme, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, est-ce que avec ce qui est en ce moment, est-ce que la réalité du terrain, puis ce qui est à venir, vous sentez que vous avez une écoute du gouvernement pour pouvoir pallier à ce qui est aujourd'hui et ce qui va arriver possiblement demain? Ben, en général, je trouve qu'au Québec, puis on pourrait y aller aussi sur la scène fédérale, on est en retard par rapport aux budgets qui sont donnés, que ce soit aux organismes. Je trouve que on a encore une mauvaise habitude d'attendre qu'on soit, on voit le tunnel arriver, puis là, on prend des actions. Malheureusement, je trouve qu'on est encore tard. Tu sais, on aurait pu s'en prendre, les gouvernements auraient pu commencer plus tôt à trouver des stratégies. Bon, là, on arrive là. Donc, au niveau des financements, ben, la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, on pourrait avoir un meilleur financement récurrent. On pourrait développer davantage de services. On a un souhait de développer de la stimulation cognitive, d'avoir aussi plus de financement
pour embaucher des gens qui vont travailler avec les gens qui ont des pertes cognitives. Donc, c'est important. Le répit, c'est ça, les proches aidants vont avoir besoin d'aide avec une augmentation des hausses de cas de 145% des nouveaux cas de maladie d'Alzheimer. Donc, ça veut dire que le nombre de proches aidants en Gaspésie-les-Îles passerait à 15 000 personnes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir besoin de soutien psychologique. Il va falloir mettre des groupes d'entraide, il va falloir informer les gens sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on a des gros défis qui s'en viennent dans notre organisation au cours des prochaines années. Interaction sociale et prévention de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif ? Un trouble neurocognitif désigne un ensemble de manifestations provoquées par une maladie du cerveau, généralement irréversible. Un trouble neurocognitif peut entraîner des changements de comportement, de personnalité ou encore d'humeur, ainsi qu'une diminution des capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines, par exemple la mémoire, l'attention ou le langage. En outre, la maladie d'Alzheimer est le trouble neurocognitif le plus courant. Le risque de développer un trouble neurocognitif peut être influencé par le style de vie, entre autres les interactions sociales. Les interactions sociales peuvent comprendre des échanges avec les membres de la famille, des discussions avec des amis ou une participation à des groupes communautaires. Des modifications observées dans le cerveau des personnes socialement isolées seraient associées à un plus grand risque de développer un trouble neurocognitif. On peut donc agir sur ce risque en ayant une vie sociale plus active afin de prévenir les troubles neurocognitifs. Parlons-en. Les interactions sociales et l'engagement social peuvent favoriser la protection des cellules du cerveau. Les personnes qui ont des interactions sociales quotidiennes peuvent voir leur risque de troubles neurocognitifs diminuer de 43% comparativement à celles n'en ayant pas quotidiennement. Des interactions sociales plus fréquentes avec des amis qui sont maintenus sur plusieurs années, notamment dans le cas des personnes aînées, sont associées à une meilleure santé cognitive. Ces interactions sociales augmentent la réserve cognitive, qui est la capacité du cerveau à compenser des lésions qui pourraient l'affecter. La réserve cognitive est donc très utile lorsque des problèmes de santé surviennent. Plus cette réserve est élevée, plus elle est susceptible de retarder l'apparition des signes d'un éventuel trouble neurocognitif. Il peut parfois être difficile pour les personnes à la retraite de maintenir leurs interactions sociales. Voici donc quelques suggestions pour une vie sociale plus active et comportant davantage d'interactions sociales. Profitez de chaque période de fête pour rencontrer des membres de la famille et des amis. Ces moments vous permettent de sortir de votre routine quotidienne. Participez aux activités offertes dans les centres communautaires, les organismes bénévoles, les bibliothèques municipales. Informez-vous auprès d'organismes de services communautaires ou de municipalités. Faites partie d'un organisme bénévole ou d'un club social qui rejoint vos valeurs et intérêts. Le bénévolat est une façon épanouissante de maintenir votre implication sociale et des interactions sociales en aidant les autres avec fierté. Les clubs sociaux peuvent vous encourager à effectuer les activités que vous aimez comme la lecture, les activités physiques, la musique ou autres. Effectuez des exercices physiques, idéalement en groupe. Cela vous permet de ne pas rester seul et de rencontrer d'autres personnes. Adoptez un animal de compagnie si vous les aimez. Cela procure un sentiment de bien-être, particulièrement si vous vivez seul, et peut s'avérer complémentaire aux autres activités permettant des interactions sociales. Servez-vous des outils technologiques comme Facebook, WhatsApp ou Zoom. Ainsi, vous restez en contact avec vos proches et interagissez aussi avec des connaissances. Effectuez des escapades près de chez vous ou à l'étranger si vous le pouvez. Cela vous permet de faire de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes. Une vie sociale active favorisant les interactions sociales pour une meilleure santé cognitive. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé
pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.